Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Maëlena, je suis chargée de mission enfance-famille à la Fédération des acteurs de la solidarité. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour un atelier consacré, dans le cadre de ce printemps de la participation, consacré à la participation des enfants en structure collective, qui va permettre justement de nous interroger sur cette place et la parole qu'on donne aux enfants et comment créer les conditions aussi de leur participation active au sein des différents types de structures dans lesquelles ils peuvent être accueillis. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu deux questions qui se posent, sachant que nous, au sein de la fédération, on rassemble des structures qui, pour certaines d'entre elles, peuvent avoir des activités qui ont trait à la protection de l'enfance, donc avec des enfants qui font l'objet de mesures de placement et qui, pour le coup, ne sont pas accueillis avec leurs parents, mais de fait, la fédération n'a pas un mandat de représentation au titre de ces activités-là que peuvent avoir ses adhérents. Et donc, la majorité des adhérents de la fédération sont en effet des structures d'accueil et d'accompagnement qui accueillent et accompagnent des enfants dans ce cadre, mais des enfants qui, du coup, sont accompagnés au moins d'un de leurs parents ou représentant légal. Donc, c'est vrai que la question de la participation va pouvoir se poser un peu différemment selon ces différents types de structures. Et la question, du coup, aussi du positionnement que pourront avoir les professionnels dans le cadre aussi de cet accompagnement qui va être proposé aux parents, mais aussi à l'enfant en tant que membre de l'unité familiale, même si, bien entendu, l'objectif est aussi de soutenir la parentalité des parents et non pas de remplacer les parents dans leur rôle aussi par rapport à leur enfant. Malgré tout, les enfants sont bien présents au sein des structures et il faut prendre en compte leur place. Et donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir réfléchir ensemble à comment justement favoriser cette participation pour que les enfants soient reconnus comme des personnes accueillies et accompagnées à part entière et qu'une place leur soit accordée à leur juste place, justement, encore une fois, dans cette relation un peu en trio entre les parents, les enfants et les travailleurs sociaux qui peuvent être à leur côté. Donc, on va parler de tout ça, mais avant tout, je vais donner la parole à Adrien Brégère, qui est donc mon collègue à la Fédération des acteurs de la solidarité et qui va pouvoir nous donner quelques informations techniques et pratiques sur le déroulé de cet atelier. Eh bien, merci beaucoup, Maëlle. J'en profite pour te remercier et remercier beaucoup les intervenants qui vont nous permettre peut-être de faire un peu changer notre regard ou en tout cas d'étayer nos réflexions sur la place qu'on peut donner à la parole des enfants et à la participation des enfants dans nos structures d'accompagnement et d'hébergement notamment. C'est un sujet qui est important et qui remonte régulièrement dans le cadre notamment du groupe d'appui national participation. Du coup, moi, je serai chargé de faire remonter vos questions qui viendront depuis la salle. Elles interviendront en deuxième partie de notre séquence d'aujourd'hui. Il y aura d'abord les deux premières interventions pour lesquelles je vous invite vraiment à poser toutes questions ou commentaires qui vous sembleraient intéressants, utiles via le chat. Et voilà, on espère que vous ne limiterez pas et que vous n'hésiterez pas à y déposer tout élément intéressant. Et vous avez aussi une autre possibilité, si vous aussi vous avez développé une pratique ou une approche particulière auprès des enfants en termes de participation, vous avez la possibilité, en levant la petite main jaune qui se trouve en bas, de lever la main et de nous dire en quelques mots très rapidement pourquoi vous voudriez vous exprimer et on vous donnera la parole. Là aussi, en deuxième partie de séquence, on est bien sur un format d'atelier, donc le but est que le plus possible, on puisse essayer d'échanger nos pratiques. Voilà, on est une petite cinquantaine de participants aujourd'hui. Et voilà, je vous souhaite à toutes et tous un bon atelier et à tout à l'heure pour ma part. Merci beaucoup, Adrien. Donc, effectivement, on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous différents intervenants qui vont pouvoir se représenter, mais que je vais quand même introduire rapidement. Donc, on a Tanguy Lecoz et Manuela Ezano qui travaillent à l'AGEB, qui est donc une structure notamment d'hébergement basée à Brest. Donc, Tanguy Lecoz est responsable du pôle hébergement et Manuela Ezano est TISF, donc technicienne de l'intervention sociale et familiale. Et on a aussi donc Océane Bouquini, qui est chargée de projet à la maison d'accueil Jean Bru, qui se situe à Agen, donc dans le Tarn-et-Garonne,
qui pour le coup est une structure de protection de l'enfance. Donc, je vous laisserai représenter de toute façon un peu plus précisément exactement quelles sont les activités de vos différentes structures. Mais on voit déjà qu'on aura deux présentations qui vont développer finalement du point de vue d'une structure d'hébergement qui accueille enfants avec leurs parents et une structure protection de l'enfance qui va accueillir uniquement les enfants. Donc, je vais commencer tout d'abord par laisser la parole à Tanguy et Manuela. Et peut-être pour commencer, Tanguy et Manuela, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus précisément la GEB et de quelle manière vous accueillez les enfants, dans quel cadre? Oui, bonjour à tous. Donc, la GEM en fait a été créée en 1981 à Brest avec le souhait en fait de l'ensemble des structures du territoire de créer le premier centre d'hébergement pour femmes victimes de violences sur la ville. Du coup, ça a commencé avec peu de place, un peu comme pour tout le monde, et ça s'est développé au fur et à mesure du temps avec d'abord une structure donc, qui s'appelait les Agents et qui s'appelle toujours les Agents et qui a été complétée d'une structure donc Casteldour qui est aussi un centre d'hébergement et de réinsertion sociale mais qu'on a spécifiquement dédié à l'urgence, sachant que du coup les places aux Agents sont dans le pot commun SIAO Insertion sur le département du Finistère. Et donc, au fur et à mesure de ce développement-là, on accueillait de plus en plus de femmes accompagnées d'enfants, sachant que les missions premières du CHRS sont d'apporter un accompagnement social global à l'adulte qui est accueilli, mais sachant que l'ensemble des personnes et des familles qu'on accueillait avaient vécu notamment des traumatismes dans le cadre des violences conjugales, et que les enfants étaient aussi victimes en cela de ce qui s'était passé, que ce soit victimes eux-mêmes de violences ou témoins. Et du coup, ils arrivaient avec ce bagage-là. Et nous, on se rendait compte au fur et à mesure du temps que souvent, les enfants, en fait, du coup, ne savaient pas trop mettre de mots sur qu'est-ce qu'était la structure dans laquelle ils arrivaient et pourquoi ils étaient là. Et la maman n'avait pas forcément non plus les mots ou n'était pas dans une situation où elle était capable elle-même de mettre les mots qu'il aurait fallu pour expliquer aux enfants. Et donc, ça nous a fait un peu gamberger sur comment on pourrait faire évoluer les choses. Et on a en fait réuni de manière géographique nos deux structures au sein d'un pôle hébergement en 2013. Et ça a été aussi l'occasion de réfléchir à tout ça et d'adapter en fait notre fonctionnement à ça dans nos nouveaux locaux, du coup, et y compris en étoffant les effectifs avec la consolidation à la fois d'un poste donc, de TISF sur les Agents et l'embauche aussi sur le CHRS Casteldour d'une maîtresse de maison de formation TISF, de manière à ce que du coup dans les missions du service et donc notamment appuyer sur ces fonctions TISF, on puisse accorder un temps dédié à l'accueil des enfants. Donc, dans le pôle hébergement, on a ces deux centres d'hébergement et de réinsertion sociale, mais on a également le service épatant qui pour hébergement parental temporaire. C'est un service expérimental qui n'a pas fait énormément d'émules, je crois, en France pour le moment, mais qui a été consolidé en tout cas ici et qui est dédié en fait à l'accueil de personnes du coup qui n'ont pas la garde habituelle de leur enfant, notamment pour des questions matérielles, soit un logement trop petit ou le papa qui habite loin et qui du coup voit très peu ses enfants. Et nous, on va mettre à disposition en fait un logement équipé au sein de notre structure et adapté à l'accueil des enfants. Et du coup, dans ce cadre aussi, on accueille de nombreux enfants et ça nous avait amené aussi à développer des approches différentes
pour à la fois favoriser la restauration du lien, la convivialité, et du coup, que les personnes se sentent bien en arrivant, y compris les enfants, du coup. Et, et au fur et à mesure des années, dans le cadre du projet de service qu'on avait travaillé en fait avant 2013, on a ensuite donc planifié de chercher par différents moyens à améliorer cet accueil-là et à favoriser la participation du coup des enfants d'abord, et puis ensuite des adolescents également, sachant que les besoins, les attentes, les envies n'étaient pas forcément les mêmes pour les enfants jusqu'à 12 ans et les jeunes ados et jeunes adultes ensuite. Donc, je vais laisser Manuela compléter et vous en dire un peu plus dans le détail là-dessus. Bonjour à tous. Donc moi, je vais reprendre donc un petit peu ce que disait Tanguy aussi. C'est vrai que nous accueillons un nombre important d'enfants. C'était aussi les mamans, enfin le parent qui pouvait dire aussi qu'il avait des difficultés à exprimer le fait d'arriver sur un CHRS, de pouvoir l'expliquer, de mettre des mots. Donc voilà, on accueille les enfants de façon individuelle, mais également de façon collective. De façon individuelle, c'est-à-dire qu'on va dédier un temps d'accueil. Donc sur les ajoncs, c'est moi qui le pratique. Donc tout enfant qui arrive aux ajoncs, je vais prendre un temps avec lui pour déjà savoir comment il va, tout simplement. Nous avons créé un livret d'accueil, mais là, du coup, je vous en parlerai un peu plus tard. Et que surtout que ce soit un temps, un moment où l'enfant peut s'exprimer sur ce qui va, sur ce qui ne va pas. Alors, quelquefois, on n'est pas obligé de mettre des mots, hein. On va utiliser des jeux, des marionnettes, des Playmobil aussi. C'est des petites instances où il sait que c'est un temps pour lui. Voilà. Mais là, ce qu'on va plutôt vous parler aujourd'hui, ça va être plus des conseils des enfants. Donc, c'est l'accueil collectif. On a voulu en fait mettre un accompagnement avec donc une instance de participation un petit peu sur le même modèle de conseil de maison que l'on fait avec les résidents à raison d'une fois par semaine. Et là, on avait envie d'inviter que les enfants, qu'ils aient eux-mêmes aussi ce petit temps-là. Donc, on le fait depuis 2013, à l'arrivée dans les nouveaux locaux. Pour préciser, du coup, quand on est arrivé, en fait, donc on avait désormais 62 places en tout d'hébergement, sachant que sur les 62 places, on a la moitié d'enfants. Oui. Du coup, on a un collectif d'enfants également. On a un collectif d'enfants. Donc, on a le but, en fait, de ce conseil des enfants, c'est déjà qu'ils créent des liens entre eux. Ça, c'est important. Voilà, qu'ils puissent se retrouver après dans les espaces collectifs et surtout favoriser l'expression et les échanges. Et puis, et après, également pouvoir porter des projets, faire des projets ensemble. Donc, on essaye de les réunir à peu près tous les mois et demi, c'est-à-dire juste avant chaque vacances scolaires. Donc, on prépare ce conseil de maison, des enfants, pardon. Donc, chacun reçoit une petite invitation. Donc, c'est très, voilà, on met dans la boîte aux lettres ou à main propre. C'est une invitation qui est personnalisée. Donc, on les réunit donc, en salle d'activité. Alors, on fait ça pour le conseil des enfants, ça va être plus pour des enfants d'âge de 3 à 10 ans. Et par contre, le conseil des adolescents, on le commence à l'arrivée en 6e, c'est-à-dire 11 ans jusqu'à peu près 18 ans. Alors, quelquefois, on peut avoir 4 enfants, 4 collégiens et 2 lycéens, ou voilà, ça dépend du groupe que l'on a. Mais c'est vrai que
au départ, on n'avait pas mis en place les conseils des adolescents et on mélangeait un petit peu tous les enfants et on s'est rapidement aperçu que bon, c'était peut-être pas si pertinent que ça et que les adolescents avaient d'autres préoccupations, donc on a préféré leur donner leur propre espace. Alors, qu'est-ce qui permettent ces conseils au niveau des adolescents? C'est déjà de réfléchir un petit peu à des sujets qui les touchent. On est plus sur un moment de partage où donc chacun peut s'exprimer, apprendre de l'autre. On est plus sur s'ils ont des projets, des envies particulières de sortie, d'activité. Par rapport aux thématiques abordées avec les enfants, on est plus sur la promotion des droits des enfants, à favoriser la compréhension et l'expression de leurs émotions. Mais c'est un petit peu différent, la manière de s'y prendre, en tout cas sur les deux conseils. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Peut-être par rapport aux adolescents, en fait, au départ, oui. Avant de faire un conseil des ados, on était parti en fait sur un projet qui était mené par une stagiaire troisième année, éducatrice spécialisée, qui était axée sur les ados avec la création d'un groupe de parole. Et où du coup, elle s'appuyait à chaque fois sur un film, sur un thème en particulier qui les touchait, où du coup, ils visionnaient ensemble le film et après, ils en discutaient. Et ça touchait notamment les questions de stéréotypes de genre, ce qu'ils avaient pu vivre aussi par rapport aux violences conjugales, la vision de la famille, du couple. Et ça les avait amenés non seulement à échanger sur ce thème-là, et également à souhaiter ensuite transformer l'essai quelque part en faisant eux-mêmes un court-métrage avec du coup l'appui d'un cinéaste en devenir que connaissait la stagiaire. Et ça avait donné un super résultat. Et après, on a profité de cette dynamique-là avec ces ados-là pour du coup instaurer ce conseil des ados, sachant que auprès des ados, on ne donne pas forcément ce nom-là, mais on les invite à un temps de partage plutôt sur des temps de soirée, du coup, plus adaptés. Que ce soit avec les enfants ou avec les ados. Et l'idée, c'est que ça soit convivial aussi. Avec les enfants, on va partager un goûter. Avec les ados, ça va être des biscuits d'apéro et puis des softs. Et l'idée, c'est que tout le monde se sente bien, que les enfants qui sont là depuis un moment ou les ados qui sont là depuis un moment accueillent aussi les nouveaux, présentent un peu la structure et le conseil de maison aux nouveaux, enfin le conseil des enfants et le conseil des ados, pardon, pour que tout le monde se sente à sa place. Et puis après, c'est dans l'animation, la TISF, il y a aussi la monitrice éducatrice qui peut participer au conseil de maison ou les collègues éduc ou AS des services qui peuvent être là aussi pour favoriser la participation de tous et pouvoir aussi donner un temps d'expression à ceux qui seraient moins à l'aise pour parler et réguler un peu aussi par rapport à ceux qui, au contraire, pourraient prendre toute la place. Voilà. Après, au niveau du conseil des enfants, c'est vrai que chaque année, on part quelquefois sur un thème, c'est-à-dire que nous avons, sur une année, on a plus parlé de tout ce qui était le droit des enfants. Qu'est-ce que les enfants ont le droit, et donc ça nous a permis de faire des projets communs, de faire notamment le jour des droits des enfants, on a la journée des droits, on a créé donc une farandole, enfin c'était des petits coupons avec chacun un droit dessus qu'on a accroché dehors avec des petits ballons, donc ça a été un petit moment quand même fort. On a fait un arbre aussi avec des droits, des devoirs. On essaye à chaque fois de partir avec des outils et de leur proposer un projet après.
On a beaucoup travaillé aussi sur les émotions, donc avec des outils tels que le dé de la colère, où chacun devait dire, bah, tiens, pourquoi quand je suis en colère, qu'est-ce qui se passe, comment je le ressens, qu'est-ce qui me permet de me calmer. On a également parlé de tout ce qui était qu'est-ce qui fait que je suis heureux, qu'est-ce qui fait que en ce moment je me sens triste, pourquoi je m'exprime comme ça. Voilà, on a beaucoup travaillé aussi là-dessus. Et donc, après ces conseils des enfants, il y a des projets qui vont émerger. Donc, par exemple, on a fait tout un atelier sur fabriquer ta poupée sous scie. Donc, voilà, là, avec les parents. Donc, c'est ça qui était important. Donc, on a travaillé là-dessus. On a pu faire également un des spectacles de marionnettes qu'on a mis aussi en scène. Voilà. En fait, le projet, c'est de pouvoir que l'enfant y amène son idée et après qu'il puisse aussi pouvoir en parler avec son parent. Après, voilà, après. J'organise aussi des cafés des parents et quelquefois, c'est toujours intéressant aussi de reprendre ce qui a pu être vu au Conseil des enfants. Alors, bien sûr, par des moyens, voilà, on n'est pas là pour dire, ben voilà, tel enfant a dit ci, tel enfant a dit ça. Mais par exemple, on va reprendre sur ce que les enfants peuvent nous amener en disant, ben moi, je suis très, très télé, ou je suis très, très écran, ou j'aime la tablette, ou je ne sais plus jouer aux jeux de société. Enfin, voilà. Et donc ça, ça m'est arrivé de pouvoir en reparler avec le parent en disant, attention, les écrans, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc nous avons, alors après, je ne sais pas si on a parlé un peu de tout, parce que le temps file L'idée, vite. c'est d'avoir au départ dans l'ordre de jour, pour donner envie à avoir un support, une activité qui là va plutôt être proposée par les professionnels, oui. Mais de s'adapter en fonction en fait de ce qui émerge de la part des enfants. Et donc c'est après que au fur et à mesure du temps, on va finalement partir sur un projet. Par exemple pour les droits, l'idée des enfants, c'était un achet de ballon. Malheureusement, on n'a pas eu l'autorisation, mais voilà, on s'adapte aussi en fonction de leurs souhaits. Par exemple, avec les ados, on a fait une fresque avec un graffeur devant le centre où ça a été l'occasion qu'ils travaillent de la conception jusqu'à l'aboutissement du projet avec le graffeur sur qu'est-ce qu'on allait mettre comme graphisme, comment traduire un peu ce qu'est l'accueil au centre d'hébergement. Du coup, c'était super parce qu'en fait, c'est non seulement ils l'ont fait, mais en plus, c'est de leur réflexion qu'est né le graphisme sur lequel ça aboutit, quoi. Et à chaque fois, on essaye de s'adapter comme ça. Là, dernièrement, c'était avec la crise sanitaire, le seul conseil des enfants qu'on a pu faire, enfin, on a pu faire deux, je crois. Oui, deux. Et celui du coup d'octobre, c'était sur les virus, comment ils se dispersent. Du coup, l'idée là, c'était avec des paillettes d'avoir une approche empirique et de voir comment les paillettes se disséminent dans la pièce en se mettant les mains dans les paillettes et puis après en touchant un peu partout, on voit qu'il y a des paillettes qui restent un peu partout et du coup de réfléchir à tout ça ensemble et à chaque fois l'idée c'est aussi que l'échange entre les enfants ou entre les ados permette aussi d'enrichir chacun et qu'ils arrivent aussi à s'entraider finalement ensemble, à mieux se connaître et puis à continuer même à s'entraider et à avoir des liens en dehors du conseil de maison après. Oui. On se rend compte que chez certains enfants, de s'exprimer devant d'autres personnes, c'est compliqué.
Ce n'est pas un exercice qui est très facile. On a des enfants qui sont, voilà, qui sont très introvertis, qu'on n'a pas spécialement pris le temps aussi d'écouter avant. Donc, ce n'est pas toujours évident. Et on a certains enfants qui, par contre, eux, sont très, très à l'aise dans ce genre de choses. Donc, le but, c'est un petit peu que chacun s'entraide. Si un enfant ne sait pas encore lire, que l'autre enfant va pouvoir l'aider. Enfin, on favorise vraiment donc la convivialité, mais également l'entraide. Ça, c'est important. Après, on est, comme disait Tanguy, on est très flexible, c'est-à-dire que si on part avec une idée en amont, on dit bah, tiens, voilà, ce serait pas mal de travailler là-dessus ou au moins de pouvoir échanger. Et puis finalement, qu'un enfant nous ramène une de ses préoccupations, c'est pas grave, on fait pas ce qu'on a prévu et puis on se concentre sur ce qu'il nous ramène. Et on essaie toujours, à chaque conseil des enfants, d'avoir une activité ou un jeu en support. Voilà, c'est quand même beaucoup plus facile pour les interactions. Et bon, voilà. Et ça dure à peu près 1 heure. Après, on fait un compte-rendu qui est distribué à tous les résidents. Pour qu'ils savent un petit peu ce qui a été fait. Du coup, ça permet aux parents aussi de savoir un peu ce qui se dit, sachant que la participation est aussi conditionnée quelque part. En tout cas, on sollicite le parent pour l'informer que son enfant va être invité au conseil de maison. Il n'y a jamais eu de parents à s'opposer à leur participation. Non. Mais ça permet aussi d'associer les parents dans la démarche. Ce qui était intéressant, on avait fait un projet, donc on travaillait sur les émotions et on a travaillé après, on a fait un grand temps d'activité avec les enfants où on avait des poissons, en fait, des poissons qui avaient différentes émotions. Donc on voyait un poisson, par exemple, qui avait l'air triste, qui avait l'air isolé. Et donc, avec les enfants, on a accroché ces poissons-là et on leur a demandé, voilà, d'après toi, pour quelle raison il est comme ça? Et on a pu avoir des réponses telles que, là, il est content parce que maman est allée le chercher à l'école. Parce que là, il est fier parce que c'est peut-être la photo de classe aujourd'hui. Enfin, voilà, des choses. Et donc, on a fait un grand panneau avec tous les dires des enfants. Et c'était très, très intéressant quand les parents sont venus aussi le voir. Ça a dit, ah, mais tiens, je pense que c'est le mien qui a dit ça. Et ça fait aussi travailler le parent, en fait. On essaye par l'intermédiaire de ces conseils des enfants, même si le public, c'est les enfants, on reste sur eux. On travaille aussi d'un côté la parentalité. Voilà. C'est aussi le but. Oui. Après, par rapport à ce qui peut ressortir des conseils, donc j'ai cité la fresque comme là, c'est vraiment pratico-pratique. Mais il y a eu également du coup le livret d'accueil des enfants qui a été travaillé avec les enfants eux-mêmes aussi dans ce cadre-là. Et on essaye de s'adapter. Alors, par exemple, ça peut être aussi prendre une table de ping-pong alors qu'on n'en avait pas parce que les ados ont pu dire au conseil alors, du coup, au conseil qui avait eu lieu avant les vacances d'été, que ce serait bien d'avoir une table de ping-pong. Enfin, on essaye d'adapter les choses. On n'est pas on ne va pas révolutionner le fonctionnement du centre après un conseil des ados, mais on essaye de s'adapter en fonction de ce qui peut en ressortir, quoi. Pour qu'aussi ils sentent que leur parole est entendue. Merci beaucoup pour ces éléments. Je pense que déjà, on a déjà un certain nombre de questions qu'on garde un peu sous le coude et qu'on vous reposera dans la deuxième partie. Je pense que ça a soulevé quelques interrogations et en tout cas, votre présentation était très riche et très concrète aussi et nous a bien permis aussi de comprendre comment ça pouvait se dérouler au quotidien même si les conseils ne sont pas forcément organisés tous les jours, mais en tout cas, comment vraiment ça se met en place au sein de votre centre. Et on aura un certain nombre de questions à vous adresser. Du coup, je vais donner la parole à Océane Boukini,
Donc, vous travaillez au sein de la maison d'accueil Jean Bru. Est-ce que vous pouvez déjà, pour commencer, nous expliquer qu'est-ce que la maison d'accueil Jean Bru et qu'est-ce que vous y faites? Alors, la maison d'accueil Jean Bru, c'est une maison d'enfants à caractère social, voilà, qui est située dans le Lot-et-Garonne et qui prend en charge spécifiquement des jeunes filles victimes de violences sexuelles intrafamiliales. Voilà, donc nous avons un agrément pour l'accueil de 35 jeunes filles qui ont entre 10 et 21 ans. Et donc, ils sont placés au sein de la maison d'accueil Jean Bru suite à une mesure d'assistance éducative prononcée par le juge. Voilà, donc la finalité dans les grandes lignes de notre accompagnement, c'est de leur proposer, dans un environnement que nous on considère comme thérapeutique, un accompagnement psychosocial, socio-éducatif, axé autour du soin avec la dimension du care et du cure, de l'insertion, mais aussi de la protection. Et donc qui a pour finalité leur reconstruction identitaire suite aux abus et ce qu'on appelle un petit peu leur inclusion citoyenne plus tard dans la société, pour leur devenir en tant que femme. Voilà pour la présentation assez succincte. Merci. Et du coup, Océane, est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement, vous, comment vous êtes arrivée à la maison d'accueil Jean Bru et comment, quel était votre projet en arrivant dans cette MEX? Alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée à la maison d'accueil Jean Bru en tant que stagiaire dans le cadre de mes études en développement social et la mission était assez claire. Il s'agissait pour moi de travailler sur toutes les questions de la participation donc, du coup, des jeunes filles victimes d'inceste au sein de l'établissement, mais plus particulièrement, en tout cas dans un premier temps, sous le prisme de ce qu'on appelle l'approche du père accompagnement ou de la père aidance, ça dépend comment on l'entend. Donc, en quelques mots, la père aidance, c'est le soutien mutuel entre personnes qui ont vécu, qui composent ou qui ont composé avec une expérience de vie de même nature. Et donc, pour moi, l'objectif, c'était de pouvoir promouvoir une approche de père aidance au sein de l'établissement en direction des jeunes filles. Ce qui a favorisé l'émergence de ce projet, c'est qu'il y avait une volonté institutionnelle périodiquement depuis longtemps par le siège de l'association qui entretenait déjà un réseau et un lien très étroit avec toutes les anciennes qui avaient pu passer par l'établissement à travers soit des échanges par téléphone, par mail, via les réseaux sociaux aussi, mais qui s'incarne aussi au travers d'un événement annuel qui s'appelle la Journée des Anciennes, où finalement l'association fait revenir chaque année toutes les anciennes au sein de la maison d'accueil avec leurs conjoints ou leurs conjointes et leurs enfants. En tout cas pour celles qui sont désireuses d'y revenir. Pour certaines, ça peut être un peu plus compliqué par moment. Et où on peut se retrouver lors d'un week-end complet à partager des temps ludiques. C'est vraiment un événement assez festif où elles sont amenées à rencontrer du coup les jeunes filles actuellement accueillies. Et là, on se rend compte qu'il y a déjà des échanges informels sous la forme de conseils et de transmission de savoir expérientiel qui se fait, mais où elles peuvent aussi également revoir les professionnels qui travaillent à la maison d'accueil, mais aussi les anciens professionnels qu'on fait revenir à chaque fois, puisqu'il y a eu un turnover assez important depuis l'ouverture en 1996. Peut-être pour vous dire que par rapport à cette approche du père accompagnement, ça s'illustre au niveau des actions, ça s'illustre avec plusieurs modalités d'action. Donc, il va y avoir des actions plutôt individuelles, en fait, qui émanent de demandes clairement identifiées de la part des jeunes filles, recoupées avec les besoins qu'a pu repérer l'équipe éducative. Donc, des ateliers individuels où finalement, une jeune fille peut rencontrer une ou plusieurs pères aidantes et va pouvoir échanger sur soit des thèmes très spécifiques qui lui font écho par rapport à sa propre histoire, soit à travers de supports comme l'écriture. Par exemple, on a eu un projet qui a été mené avec une jeune fille qui souhaitait écrire son histoire de vie et en faire un ouvrage pour prendre du recul sur son expérience de vie. Donc, il y a eu tout un atelier d'écriture mené sur 8 mois qui a été mis en place avec une père aidante
qui aussi avait un très fort intérêt pour l'écriture et qui elle-même avait déjà pu écrire à travers un bouquin son histoire de vie. Ou alors, comme je vous le disais, voilà, selon des thèmes spécifiques que les jeunes filles ont pu identifier, le vécu des abus, le vécu du placement au sein du système de protection de l'enfance, l'éloignement familial et géographique. Ça peut être tout un tas de thèmes très divers et variés qui vont être voilà, débattus, échangés avec plusieurs pères accompagnantes. Voilà pour les ateliers individuels. Sur les actions collectives, on essaye entre 3 et 4 fois dans l'année, puisque les pères aidantes sont situés aux 4 coins de la France, donc aussi pour des questions pratico-pratiques, ce n'est pas tout le temps évident de pouvoir les faire venir sur place. On organise des rencontres collectives, là encore, alors qui pourraient s'apparenter à des groupes de parole, bien que c'est différent, puisqu'ils ne sont pas régulés par des psychologues ou des psychiatres, mais pour le coup, par ma personne. Où là, on est vraiment sur des temps de connaissance des unes et des autres, qui après laissent entrevoir aussi des temps de débat, voilà, pareil, sur des thèmes très spécifiques, soit liés directement au traumatisme, finalement, et au vécu des abus, soit au placement et à tout ce que ça génère d'être placé en protection de l'enfance, à tout ce que ça génère aussi d'être placé dans une institution qui spécifiquement ne prend en charge que des jeunes filles victimes d'inceste. Et après, sur toutes les questions liées à la sortie du système de protection de l'enfance et donc la reconstruction et l'après. Voilà pour les actions qui sont mises en place, en tout cas par rapport à ce projet. Et du coup, actuellement, comment, vous avez, vous m'expliquiez, un groupe de pères aidantes qui est impliqué de manière sur la durée, en fait, pour accompagner ces différentes actions. C'est bien ça? Tout à fait, c'est ça. Alors concrètement, on a 6 pères aidantes qui sont très mobilisés et qui interviennent en plus de leur vie, c'est-à-dire de leur vie professionnelle, de leur vie personnelle, qui interviennent très régulièrement du coup auprès des jeunes filles, mais aussi de plus en plus au niveau du territoire, puisqu'il y a d'autres actions qui se développent, avec notamment des interventions des pères aidantes au sein de centres de formation en travail social. Voilà, il y a tout un tas d'actions de groupes de travail qu'on est en train de mettre en place aussi au niveau territorial, avec d'autres acteurs intersectoriels pour réfléchir à cette question du père accompagnement qui peut susciter quand même beaucoup de réticences, sinon des résistances dues à une méconnaissance des approches, mais aussi parce que ça vient complètement réinterroger la place qu'on accorde aux personnes concernées. Ça vient reconnaître un savoir qu'on appelle donc le savoir expérientiel, qui donc réinterroge et remet en perspective aussi de manière bien sûr constructive, la place qu'avaient jusqu'initialement là les travailleurs sociaux vis-à-vis des personnes concernées. Donc, on se rend compte que par rapport à cette approche du père accompagnement, les grands enjeux qui se posent, les plus gros enseignements qu'on peut en retirer, c'est vraiment la question de la formation des pères accompagnantes, avec cette idée de former sans formater non plus, pour ne pas dénaturaliser la pratique en soi, et le savoir expérientiel. Et la question aussi donc, de la professionnalisation et de toute du travail de mobilisation des équipes autour de cette approche. Voilà, on se rend compte que c'est les grands enseignements qu'on peut en tirer et sur lesquels on est encore en train de travailler. Vraiment, voilà, cette question de la formation et cette question du statut, puisque nous, on a ces pères aidantes qui sont là à titre bénévole, en tout cas jusqu'à présent. Et du coup, c'est ce que, on le ressent un peu dans ce que vous nous dites, mais c'est vrai que vu que ça provoque aussi quand même un bouleversement d'une certaine manière au niveau de la structure, cette dynamique de la pérédance, elle a été portée véritablement par la maison d'accueil et ce portage, il est nécessaire en fait pour pouvoir mettre ce projet en place. Tout à fait. On s'est rendu compte aussi dans les enseignements qu'on peut en retirer qu'il y avait vraiment une nécessité qui est un portage hiérarchique institutionnel par rapport à ce genre d'approche,
puisqu'en effet, comme je vous le disais, ça initie vraiment un rapport d'altérité beaucoup plus positif entre les personnes à accompagner, les usagers, ça dépend comment on les appelle, et les professionnels. Ça remet finalement de l'horizontalité un petit peu dans les rapports qu'on peut avoir avec les personnes concernées, en les impliquant d'autant plus, en permettant des temps d'expression, de participation. Et donc, en effet, il y a une nécessité d'un portage institutionnel pour pouvoir accompagner cette démarche, mais surtout afin de pouvoir la pérenniser auprès du public. Merci. Et du coup, donc vous êtes arrivé sur ce projet en lien avec la Pérédance, donc au début en stage et maintenant ensuite en contrat. Et du coup, par rapport aux autres structures, enfin aux autres dispositifs de participation qui pouvaient exister au sein de la structure, parce que donc la maison d'accueil Jean Brouy, c'est une MEX, donc de fait, il y a un conseil de vie sociale qui existait et préexistait à votre arrivée, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu peut-être justement de quelle manière votre arrivée et votre implication autour de ce projet, autour de la Pérédance finalement a eu des échos et a eu des effets aussi sur cette instance de participation qui était le conseil de vie sociale? Tout à fait. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le Conseil de la vie sociale, en tout cas lors de mon arrivée, un constat a été fait qu'il y avait un rythme finalement assez irrégulier par rapport au CVS, un manque de structuration et de formalisation de cette instance. En tout cas, nous, le constat qu'on en fait, qui pourrait être lié au fait que la finalité n'était pas assez ambitieuse autour du CVS et un lien avec le projet d'établissement n'avait pas été suffisamment travaillé. Du coup, je me suis retrouvée à finalement avoir un rôle d'animatrice du CVS de par ma posture qui était assez décentrée des missions éducatives et du quotidien que pouvaient avoir mes collègues travailleurs sociaux. Donc, je me suis retrouvée à devoir animer le CVS avec une collègue à moi qui est assistante sociale. Et donc, l'idée, ça a été vraiment de pouvoir réfléchir à la mobilisation des jeunes filles à travers cette instance pour que ça soit un réel pouvoir de participation et d'expression des jeunes filles. Donc, on organise concrètement à minima 3 CVS à l'année, 4 dans la mesure du possible. Chaque CVS est organisé et préparé par 3 ou 4 réunions préparatoires. On a donc plusieurs délégués qui sont les jeunes filles et chaque délégué représente les différents dispositifs en fait, d'hébergement. Donc, ça va de l'internat aux hébergements plus diffus. Nous avons plusieurs délégués qui ont un rôle vraiment de porte-parole finalement de l'ensemble des autres jeunes filles qui sont accueillies, qui nous font remonter des thèmes spécifiques, qui font consensus aux différents dispositifs, malgré les différences d'âge, puisque ça va entre 10 et 21 ans. Donc, en effet, les préoccupations ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, on identifie des thèmes qui font consensus, qu'on prépare au travers de réunions préparatoires et qui, après, donc, sont exposés au travers du CVS. À savoir que la présidence du CVS, là encore, est assurée par 2 anciennes, qui sont aussi du coup des pères aidantes, parce que pour le coup, elles sont particulièrement mobilisées. Que vous dire d'autre? On s'est rendu compte qu'il y avait un gros travail là aussi, si on voulait en tout cas qu'il y ait une réelle mobilisation, une réelle participation des jeunes filles. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi là encore tout un travail de mobilisation des équipes à faire en amont et en aval du CVS, pour que ce soit vraiment une instance qui soit perçue comme inscrite au sein du projet d'établissement et pas une action périphérique, finalement un temps d'expression qui pourrait être un petit peu périphérique à côté de toutes les missions éducatives qui pourraient être mises en place sur le quotidien. Et donc, il y a tout un travail de mobilisation des équipes qui est assez important, par exemple avec des liens informels qui se font vraiment de manière très étroite entre les équipes et moi-même pour dynamiser le CVS, pour avoir aussi le retour des équipes éducatives sur cette instance, sur des thèmes aussi ou des besoins qu'ils pourraient avoir recensés ou identifiés. Des réunions institutionnelles qui sont mis en place après chaque CVS pour que ça soit réfléchi en équipe, qu'on puisse dire voilà ce qui a été porté au CVS, ce que les jeunes filles
peuvent nous en dire de l'accompagnement que l'on propose. C'est vraiment, voilà, l'idée, la finalité qu'on essaye de travailler, c'est que vraiment cet espace d'expression des jeunes filles à travers le CVS, ce soit un facteur d'évaluation pour nous de l'accompagnement que l'on peut leur proposer, pardon. Voilà, vraiment dans cette idée d'une démarche d'amélioration continue de notre offre de services. Et donc, là encore, qui passe par un portage institutionnel nécessaire et cette idée de reconnaître cette expertise que peuvent avoir les premières personnes concernées. Voilà, tout à fait. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Si, merci. Mais est-ce que du coup, vous pouvez aussi nous en dire plus sur vous, de votre position? Qu'est-ce que vous constatez aussi comme effet finalement de ces différentes formes, à la fois du côté des différentes activités collectives et individuelles avec le groupe de pères aidantes que vous avez mis en place, et aussi de cette redynamisation du CVS dont vous avez été actrice et que vous avez pu constater. Qu'est-ce que vous constatez peut-être comme effet aussi, à la fois pour les jeunes filles qui sont accueillies au sein de la maison d'accueil et pour les équipes finalement, un peu un bilan de cette participation, comment vous voyez les choses? Alors là encore, j'ai peur de me répéter, je voudrais bien être sûre de bien avoir compris la question, mais finalement, nous, en tout cas, ce qu'on peut se rendre compte, c'est vraiment que ça remet, comme je vous disais tout à l'heure, de l'horizontalité entre du coup, les jeunes filles que nous accueillons et les professionnels, avec cette triangulation qui peut être faite aussi et cette plus-value que peuvent nous amener donc, les pères aidantes avec leur savoir. Et là, j'ai la sensation que je m'emmêle les pinceaux, je suis désolée. Mais peut-être, ma question, c'était aussi de voir, voilà, est-ce que vous avez constaté très concrètement des effets, des retours aussi, peut-être nous parler des retours que vous pouvez avoir de la part des jeunes filles accompagnées de ces différentes instances? Tout à fait, pardon, là c'est plus clair. Alors en effet, concrètement, les retours des jeunes filles qu'on peut en avoir donc, sont plutôt positifs, et tant mieux. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont positifs parce qu'elles se retrouvent dans l'expérience de vie des pères aidantes. Finalement, il y a une légitimité qu'on ne peut maîtriser, qui paraît évidente. Il y a vraiment un rapport identificatoire qui se fait, qui se crée entre les pères aidantes et les pères aidés, si je puis dire, et qui, du coup, leur permet plus concrètement de se projeter pour un avenir plus serein, plus stable, si on peut dire, qui vraiment valorise leur reconstruction identitaire en tant que femme. Et à contrario, du côté des équipes, on se rend compte aussi que ça peut amener des effets très positifs et finalement une complémentarité entre ces différents savoirs, et qui permet aux professionnels finalement de se réinterroger aussi sur leurs pratiques et de pouvoir se remettre en question dans la posture qu'ils peuvent avoir ou dans les réponses qu'ils peuvent amener, qui sont en soi efficaces, pertinentes, ça n'enlève à rien de ça, mais forcément différentes de celles que peuvent amener les pères aidants, puisque le ressenti des pères aidants est vraiment plutôt fondé sur quelque chose de très subjectif. Et le ressenti et l'accompagnement des professionnels plutôt avec quelque chose d'objectif, avec un recensement des besoins qui est différent. Mais en tout cas, on se rend compte que cette triangulation, si je puis dire, personne accompagnée, père aidante, père accompagnante et professionnelle, ça favorise pleinement, en tout cas, ça peut être, disons, une clé d'ouverture et d'entrée pour favoriser la participation des personnes accueillies, mais d'autant plus, en tout cas, par rapport à la spécificité de l'inceste, une reconstruction identitaire plus sereine. Et merci beaucoup pour ces éléments. Un des sujets aussi qui revient beaucoup quand on aborde la participation, c'est aussi le sujet de la mobilisation. Est-ce que sur la mobilisation des jeunes filles, est-ce que vous rencontrez des difficultés et si oui, comment est-ce que vous les abordez? Comment est-ce que vous essayez de les surmonter? Alors concrètement, il y a tout un travail de préparation et on va dire j'aime pas trop dire ça, mais un petit peu de protocolisation qu'on a essayé de mettre en place. Parce que ce qu'on vise avec le CVS, c'est vraiment dans tous les niveaux de participation, en tout cas, qu'on a pu identifier, c'est-à-dire soit finalement
la non-participation, voire de l'instrumentalisation, on s'est rendu compte que nous, ce qu'on visait, dans le meilleur des cas, c'était vraiment voilà, un pouvoir effectif des jeunes filles, un réel, vraiment la possibilité pour elles qu'elles puissent bénéficier d'eux, avec vraiment toute une logique de co-construction des actions avec elles, de mobilisation autour du CVS. Et concrètement, nous, ça s'illustre par... donc, en aval du CVS, comme je vous le disais, diverses réunions préparatoires où là, vraiment, on joue le jeu de leur déléguer le plus de responsabilités possible. On leur laisse prendre part à l'animation vraiment de ces réunions. L'idée, c'est que finalement, nous, on soit décentrés, mais seulement en appui aux jeunes filles, mais que ce soit leur instance, qu'elles puissent en prendre part pleinement. Voilà, on joue même le jeu de leur proposer des entretiens de candidature au poste de délégué, si je puis dire, où là, on organise des temps où on peut leur expliquer en quoi consiste le CVS, où elles peuvent nous faire part de leur motivation, ce qui leur permet de voir si elles souhaitent ou non être déléguées au CVS, si elles se rendent compte de ce que c'est, que d'assumer aussi ce rôle de porte-parole. On leur propose aussi des temps d'immersion au sein du CVS pour que là encore, elles puissent, si elles le souhaitent, finalement se retirer du jeu et comment dire, se retirer du jeu et se rendre compte qu'elles souhaitent ou non participer au CVS. Donc, il y a tout un travail assez structuré des petites choses qu'on essaie de mettre en place voilà, via ces entretiens, de candidature, des lettres aussi de démission si elles souhaitent se retirer du CVS après 1 an de mandat. Il y a vraiment voilà, tout un travail de structuration qu'on a essayé de mettre en place pour qu'elles puissent prendre part pleinement au CVS et assumer ce rôle, et finalement qu'elles soient aussi dans un apprentissage de la citoyenneté, ce qui peut être un des objectifs aussi du Conseil de la vie sociale à part entière. Merci beaucoup pour ces éléments, encore une fois, très, très complets, très concrets et assez riches, je pense. Du coup, on va pouvoir peut-être déjà passer à la seconde partie de notre atelier. Donc, après ces présentations qui nous ont offert un peu deux échos de pratiques qui ne sont pas tout à fait dans les mêmes contextes, mais dans lesquels on peut voilà, voir aussi des choses similaires et bien entendu identifier les différences. Mais du coup, peut-être voilà, donner aussi la parole aux différents participantes et participants pour aborder les questions qu'ils ont pu formuler tout au long de vos interventions. Je vous remercie en tout cas pour ces présentations. Eh bien, merci beaucoup. Je vous rappelle que vous avez aussi la possibilité, si vous voulez nous parler un petit peu de vos pratiques, de lever la main jaune. Mais il y a déjà eu un certain nombre de questions qui sont posées. Je vais commencer peut-être par les questions qui paraissent éventuellement pouvoir avoir un intérêt sur vos deux terrains différents finalement. Donc, il y a pas mal de questions qui tournent autour de la notion de père aidance et d'aide mutuelle. Peut-être à chaud comme ça avec Océane, vu qu'on sort à peine de votre présentation. Il y avait éventuellement un besoin peut-être de préciser le cadre que vous avez défini autour de la père aidance. Autour de finalement, est-ce que ça relève d'une forme institutionnalisée, à quel moment, quels sont finalement leurs statuts en tant que bénévoles, comment est-ce que leurs compétences sont éventuellement valorisées, comment est-ce que vous donnez une visibilité finalement à leur intervention, à quel moment est-ce qu'on devient père aidant, est-ce que ça correspond aussi à un accompagnement particulier que vous avez quand même décrit pour partie, finalement un peu comment le cadre, on va dire un petit peu fonctionnel de la père aidance se déploie chez vous et comment vous le valorisez. Et puis du coup, peut-être en rebond à la suite de ça, on vous laissera peut-être enchaîner du côté de Brest autour de vous, chez vous, comment ces formes d'aide mutuelle et de père aidance, vous les voyez un petit peu émerger au sein des collectifs d'adolescents et d'enfants que vous faites vivre. Alors concrètement, la père aidance, le père accompagnement, ça dépend comment on l'appelle. Il y a plusieurs conditions. Disons que tout le monde ne peut pas être père aidant. Il ne suffit pas d'avoir, en tout cas de ce que la théorie en dit et de ce que la pratique en effet peut révéler également, il ne suffit pas d'avoir vécu l'expérience pour pouvoir être père aidant.
La particularité de la paire aidance, c'est que c'est vraiment l'idée de passer du témoignage brut de son expérience de vie à la transmission d'un savoir expérientiel. Pour cela, il est vraiment nécessaire, dans les prérequis, d'avoir forcément pris du recul sur sa propre expérience de vie, pas que ça génère des effets contre-productifs et que finalement le père accompagnant, il se retrouve lui-même en difficulté à accompagner l'autre puisque ça peut lui renvoyer une violence ou faire réviviscence en fonction de la spécificité, que ce soit à travers le handicap ou l'inceste, etc. Concrètement, au niveau du cadre, donc, en tout cas pour nous, comme je vous disais, ça se fait de manière bénévole. Bien qu'on est en train de réfléchir à la création d'une formation sur mesure qui pourrait justement favoriser et permettre ce passage du témoignage brut à un savoir expérientiel. Dans la majorité des cas, de ce que j'ai pu en voir ailleurs, cette pratique se fait de manière bénévole, faute de référentiels communs et pratiques en fait trouver. C'est pour ça que nous, on est en train de réfléchir à la question du statut. On est en train d'engager un travail avec les pères aidantes autour de la création d'une fiche mission en fait, des pères aidantes qui pourrait aussi clarifier la place et le rôle de chacun, c'est-à-dire des professionnels d'un côté qui ont aussi clairement des missions d'accompagnement socio-éducatif et les pères aidantes qui ont elles aussi un travail d'accompagnement un petit peu socio-éducatif mais qui est quand même bien différent puisque basé sur le savoir expérientiel. Donc, moi, par rapport, comme je vous disais, aux enseignements que je peux vous en dire, c'est vraiment voilà, qu'il faut pouvoir mesurer. Si on souhaite mettre en place, en tout cas, dans n'importe quelle structure du accompagnement, il faut déjà qu'il y ait une volonté institutionnelle de pouvoir promouvoir ce type d'approche. Mais il faut quand même pouvoir vérifier qu'il y a un besoin de la part directement des personnes concernées. Puisqu'à la base, c'est une pratique qui se faisait de manière ascendante, c'était des initiatives locales qui se faisaient, c'était des choses très informelles. Petit à petit, comme beaucoup d'approches, tout cela s'est institutionnalisé et politisé. Maintenant, on assiste à la promotion pleine et entière dans les différents secteurs du travail social des approches du père-accompagnement. Pour autant, si on se rend compte qu'il n'y a pas une demande des personnes concernées directement et un besoin, déjà, ça paraît compliqué de mettre en place dans le cadre une approche de père-accompagnement au sein de son établissement. Ensuite, en effet, voilà, comme je vous le disais, il faut pouvoir vérifier que les personnes ont pris suffisamment de recul par rapport à leur histoire de vie et donc de pouvoir réfléchir à la question du statut de la formation qui ne sont pas des questions simples en soi et que nous, on est vraiment en pleine réflexion là-dessus avec les pères accompagnantes, de voir quel type de formation pour quel contenu on pourrait mettre en place et quel statut. En tout cas, nous, par rapport au statut, pour l'instant, elle pratique de manière bénévole, mais on essaie de mettre en place des contrats d'engagement tripartites pour quand même essayer de structurer les choses, de pérenniser les choses et pour montrer qu'il y a quand même un réel engagement autant de l'institution que de la jeune fille qui s'engage à se mobiliser dans ses actions, que des pères aidantes qui s'engagent aussi à accompagner les jeunes filles dans un cadre quand même de protection et de... Bien, merci pour ces réponses qui montrent que vous avez voilà, beaucoup travaillé cette question de comment on construit le rôle d'un père aidant qui n'est pas non plus un travailleur père puisqu'il n'est pas directement salarié par la structure, mais autour de, là en plus finalement avec un public qui a des besoins particuliers, comment est-ce qu'on structure cette fonction-là de père aidant. Est-ce que de votre côté, à la GEB, cette question des formes d'aide mutuelle, alors dans une forme qu'on comprendra bien qu'elle soit complètement différente, mais est-ce que ça, c'est des sujets qui émergent un peu sur finalement la manière dont certains des jeunes ou des enfants qui participent à vos actions vont être aussi amenés à jouer un rôle positif pour d'autres enfants? Et comme tu dis, on est plus dans l'aide mutuelle en fait que la paire aidance. Ouais. L'idée, c'est plutôt que chaque enfant qui arrive se sente accueilli et du coup faire partie un peu d'un groupe et créer des liens avec les autres et que ceux qui sont déjà là se trouvent aussi valorisés d'être dans la position de transmettre et d'expliquer simplement comment ça se passe ici,
comment ça se passe le conseil des enfants, et que du coup, ils créent des liens entre eux sans qu'on soit dans un rôle attribué de père aidant. C'est plutôt ça l'idée. Après, c'est aussi aider, mais pas directement, par exemple, en travaillant au livret d'accueil. À un moment donné, l'idée avait été lancée aussi qu'à chaque fois qu'il y a une personne, enfin une famille qui est accueillie, qu'un ado déjà présent accueille le nouvel ado. Mais après, ça dépend aussi des groupes qu'on a, parce que des fois, il n'y a pas d'ados de 15, 16, 17 ans, on n'a que des petits, et des fois, on a 2 ados, 3 ados. Des fois, ça arrive qu'on en ait 6, mais du coup, on s'adapte et des choses aussi qui ont pu être construites avec des ados qui étaient présents et qui s'en vont, finalement, on fait que ça ne perdure pas, mais qu'on peut partir sur autre chose ensuite. Donc, il n'y avait pas forcément matière à formaliser un rôle de père aidant, mais l'idée, c'était d'être toujours à favoriser, en tout cas, une entraide mutuelle entre eux, quoi. Sachant que ça ne va pas être sur l'expression de leurs émotions et de ce qu'ils ont vécu qu'on va être dans l'entraide. Ça va être plutôt sur les questions pratiques et de pourquoi je suis ici et en tout cas, qu'est-ce que c'est ici plutôt. Oui. Et c'est uniquement, par exemple, dans le cadre du groupe de parole avec les ados qui avait été mené avec l'appui de la stagiaire ES3, donc il y a 4 ans, que là, on avait été plutôt dans l'entraide où chacun, en fait, disait un petit peu ce que lui avait vécu, et où là, c'était un échange entre eux, mais où chacun, en fait, choisissait lui-même ce qu'il avait à livrer aux personnes, et où celui qui était plus touché finalement par la situation décrite pouvait aussi se mettre un peu en recul et laisser un peu les autres s'exprimer. Par exemple, dans le cadre du court-métrage qui a été réalisé, ça partait un peu du récit qu'avaient fait certains ados par rapport à ce qu'ils avaient vécu, donc des témoins de violence. Et dans le film, en fait, ça décrit l'histoire est basée sur une situation de violence dans un couple et une jeune fille qui est témoin de ces violences-là. Et donc, on suit la jeune fille tout du long du court-métrage et on voit des scènes entre les parents et en fin de compte, la jeune fille qui conseille à sa mère d'appeler le 115 pour qu'elle puisse se mettre à l'abri. Et donc, dans le film, c'est les ados qui ont joué essentiellement, mais les ados qui ont joué, ce n'est pas ceux qui avaient vécu eux-mêmes des situations de violence. Mais du coup, c'est les autres qui ont pris un peu ce rôle d'acteur pour pouvoir aider finalement des personnes qui avaient vécu la même chose que les membres du groupe qui avaient pu décrire. C'est dans ce sens-là qu'on va amener un peu l'entraide. Merci beaucoup, c'est très clair. On a eu quelques autres questions sur certains éléments, il me semble, de compréhension. On peut peut-être un petit peu développer. Il y avait une question sur le lien avec les parents. Il y avait 2 questions qui venaient de personnes qui travaillent plus sur du diffus et à quel point, du coup, quand vous proposez des modes de participation aux enfants sans les parents, voilà, comment est-ce que vous cadrez ça? Est-ce qu'il y a un besoin d'autorisation particulière des enfants? Voilà, est-ce qu'il y a un cadre particulier qui demande à être mis en œuvre quand vous travaillez directement avec les enfants? Nous, on accueille en collectif, en fait. Donc, le parent, il est présent dans les murs, en fait. Quand il y a le conseil des enfants, il est prévenu qu'il y a le conseil des enfants, il y a eu l'invitation, il donne son accord oral sur le fait que l'enfant participe. Et puis, pour le coup, avec des enfants, on n'est pas sur des sujets qui vont requérir vraiment une autorisation. Non, parce qu'on n'est plus sur un temps d'activité avec un jeu,
avec un support, mais on n'est pas sur quelque chose sur un temps vraiment où l'enfant exprime ce qu'il… Enfin, voilà, le conseil des enfants, c'est quand même différent d'un temps où on pourrait accueillir un enfant. Voilà, après, l'accord du parent, bien sûr, on a des parents qui ne souhaitent pas que leur enfant participe. C'est quand même très rare, je dirais. On a expliqué ce qu'était un conseil des enfants aux parents en amont. Maintenant, c'est important que ce soit le parent qui amène l'enfant dans la salle également. Donc voilà, nous, on ne part pas particulièrement sur une autorisation écrite. Après, au niveau du compte rendu, c'est quelque chose de très simple, de très simplifié, en disant, voilà, on a… aujourd'hui, il y avait tant d'enfants, nous nous sommes présentés, nous avons joué à tel jeu. Enfin voilà, on reste sur quelque chose d'assez simple. On n'est pas à détailler ce que chaque enfant a pu dire. Des fois, juste pour que ça soit parlant, on va pouvoir rapporter des propos, mais qui n'ont aucun enjeu oui. et où ça ne va pas être nominatif. En fait, c'est plus pour donner un peu à voir quelle pouvait être la teneur des échanges autour de cette activité-là et de ce qui pouvait en ressortir. Mais ça n'engage en rien, en fait, les participants. Et après, on a des temps, en fait, en individuel, que ce soit avec la TISF ou avec les assistantes sociales ou les éducs, dans le cadre des références, où là, c'est en lien de toute façon avec le parent. Et on a aussi une psycho dans le service. Si elle est amenée à recevoir un enfant, c'est avec là l'accord des deux parents en fait qui vont être reçus. Mais on est vraiment dans des cas de figure différents où c'est pas dans le cadre des conseils des enfants que l'enfant va nous livrer en fait ce qu'il a pu vivre dans le cadre des violences passées. Il a eu d'autres moments, d'autres espaces d'expression pour le faire. Et on n'a pas vraiment eu de cas de figure où un enfant aurait livré quelque chose devant l'ensemble. S'exprimer sur qu'est-ce qui le rend en colère, oui, mais pas sur des choses vraiment personnelles qu'il a pu vivre. Merci beaucoup, c'est très clair et du coup ça répond aussi à d'autres questionnements qui étaient arrivés. Peut-être une dernière question sur du coup autour de ces deux collectifs-là. Est-ce que ça vous a amené à développer un lien particulier avec des partenaires dans le cadre de projets particuliers ont été évoqués, notamment l'éducation nationale. Si jamais vous traitez de sujets en lien avec la scolarité, j'imagine, dans ce cadre-là, ou avec d'autres partenaires, travailleurs sociaux y compris. Est-ce que les projets ou les objets évoqués dans le cadre de ces instances-là vous ont amené aussi à aller un petit peu hors les murs, entre guillemets? De notre côté, il y a eu notamment des temps au niveau départemental par rapport à l'accueil des enfants et des femmes victimes de violences, où on a été amené à présenter aussi notre cheminement. Donc, on peut espérer que ça a donné à réfléchir à beaucoup. Déjà, il y avait eu ces temps forts parce que certaines collectivités aussi réfléchissaient à la question, notamment sur le sud du département, en fait, à Quimperlé, où la communauté de communes était en avance sur ces sujets-là. Après, nous, à l'extérieur, on a aussi forcément des liens étroits de par nos missions d'accueil avec les services de PMI. Et sinon, on fait du lien en fait, avec d'autres structures telles que les nôtres sur le département et en dehors, avec notamment les associations Adalea et l'ASFAD qui gèrent des centres d'hébergement comme les nôtres et avec qui on a pu échanger de nos pratiques et des outils que chacun développait pour s'enrichir en fait mutuellement.
et essayer de disséminer les bonnes pratiques. Avec, il y avait une question par exemple sur comment les professionnels s'en saisissaient. Par exemple, il y a 2 professionnels du coup de l'accueil d'urgence qui ont créé un jeu de société qui permet d'évoquer en fait les différentes questions, enfin les différents thèmes liés aux stéréotypes de genre, à la structure familiale, avec les enfants, avec un système adapté en fonction des âges, avec du coup un plateau de jeu et puis des systèmes de cartes. Et donc, ça a pu être utilisé à la fois nous à l'interne avec les personnes, les enfants qu'on accueillait et parents, et ça a pu être utilisé du coup aussi par d'autres structures du fait de ce partage-là. Et de la même manière, Adalea avait sur Saint-Brieuc développé un jeu qui visait plus les ados à partir de 16 ans et qu'ils ont pu nous présenter aussi, et qu'à notre tour, on pourrait réutiliser en fait si on en a le besoin. On a également on a eu un projet là qui s'est terminé. On a aussi créé un CD de chansons, enfin c'était de berceuses. Moi, j'avais voulu travailler ce projet-là pour travailler un petit peu sur l'interculturalité. Donc, il y a plusieurs mamans et notamment aussi des enfants qui ont participé à la réalisation de ce CD. Et c'est vrai qu'on a pu aussi travailler avec, par exemple, on a sur Brest un lieu d'accueil parents-enfants qui est la maison des parents. Et c'est un lieu avec qui, enfin voilà, que je travaille beaucoup en lien avec eux. Et ça nous a permis aussi d'ouvrir, de pouvoir amener les gens aussi vers l'extérieur et de travailler du coup l'enfant, le parent. Et en même temps, ce qui est très intéressant dans ce projet-là, c'est que les mamans ont pu nous faire partager une partie de leur culture. Et donc, c'est aussi un projet qu'on va essayer de mettre en place dans les temps à venir, c'est de parler un petit peu de l'interculturalité avec les enfants. Mais maintenant, voilà, ça permet comme vous disiez, à un moment, il y avait une question notamment sur comment on se met en lien avec les différents partenaires. C'est vrai qu'à parler de l'APMI, on a les centres d'accueil parents-enfants sur l'extérieur, les haltes garderies, les centres de loisirs, le centre social aussi. Donc voilà, quand on voit qu'il y a des demandes d'enfants de vouloir faire un sport particulier, une activité, c'est toujours intéressant d'accueillir leurs demandes, de pouvoir en parler aux parents et après de pouvoir aller trouver ce qu'il faut sur l'extérieur. Donc on a eu aussi ce genre de choses dans les conseils des enfants. Merci beaucoup pour ces différentes illustrations de ce que ça vous a justement donné à créer, à développer, finalement grâce à ces modes de valorisation, de moments d'écoute des enfants et des adolescents sur votre établissement. Est-ce que, avant on va arriver vers la fin de l'atelier, donc je pense que ce sera probablement la dernière question. Si on vous repasse la parole, Océane, autour de vous aussi, du coup, est-ce que ces instances de participation, là, on va parler peut-être plus particulièrement du CVS, donc peut-être une question sur laquelle on peut essayer de raccrocher une autre question qui a été posée sur comment finalement le CVS il s'ancre avec la participation des autres jeunes filles qui sont hébergées dans votre centre. Finalement, comment est-ce que les délégués s'enquièrent des besoins et des volontés d'expression des autres personnes qui siègent pas directement au CVS. Et du coup, on peut raccrocher ça avec une autre question importante sur finalement, est-ce que ça a fait changer pour vous des choses assez importantes en termes de fonctionnement? Voilà, on va vous demander une réponse un peu synthétique sur cette question-là parce qu'on arrivera à la fin. Voilà. Alors concrètement, il y a plusieurs réunions qui se font, alors du coup, des réunions,
il y a des temps d'échange qui sont de manière très informelle entre toutes les jeunes filles et les délégués, où en fait, c'est elles-mêmes qui, lors de ces moments-là, recensent les thèmes, les besoins, s'il y a des questions à faire remonter par le biais du CVS. On a aussi l'outil plutôt classique, mais qui marche, de la boîte à idées, qui fonctionne bien et où là encore, l'ensemble des autres jeunes filles, donc celles qui ne sont pas forcément déléguées, peuvent faire remonter des questions, identifier des thèmes. Voilà à peu près par rapport à ça. Enfin, en tout cas, c'est de cette manière-là, en tout cas, c'est essentiellement par le biais des délégués que les jeunes filles sont mobilisées. Nous, on est toujours là en appui et en soutien. Donc, on fait beaucoup de liens on organise beaucoup de temps informel avec les délégués pour voir si elles ont besoin d'un appui, de notre aide pour relancer par exemple la direction sur des réponses des décisions qu'elles n'auraient pas eues ou pour impulser une dynamique auprès des autres jeunes filles. Mais ça, en général, ça se fait vraiment de manière informelle. Et ça s'est plutôt bien structuré. C'est vrai que naturellement, maintenant, les délégués aussi, à la suite de chaque CVS, peuvent porter le compte-rendu, leur en faire un retour, l'afficher, leur transmettre, en débattre, sans forcément qu'il y ait notre présence. Pour le coup, on est assez décentré vis-à-vis de ça. Enfin, en tout cas, maintenant, par rapport à ça, ça a pris bien son assise. Le bémol, nous, là où on est en difficulté et où on essaye de travailler, c'est sur l'aval. C'est vraiment comment on peut capitaliser ça et s'approprier ça en équipe. C'est-à-dire tout ce que les jeunes filles peuvent clairement nous faire remonter. On se rend compte que malgré tout, il peut y avoir encore des réticences, que les professionnels, des fois, peut-être parce que là, je ne sais pas, je ne peux pas me permettre mais peut-être, en tout cas, à tort ou à raison, éprouvent encore des réticences par rapport à ce que peuvent faire remonter les jeunes filles. Donc, on se rend compte qu'il y a encore tout un travail à faire autour de ça pour qu'on puisse vraiment capitaliser et s'approprier ce que les jeunes filles nous font remonter concrètement. Sur la deuxième question, Adrien, je suis désolée, je ne me rappelle plus, s'il vous plaît. C'est ce que ça, finalement, dans les pratiques professionnelles, dans ce qui a pu remonter justement dans le cadre de ces CVS-là, sur quoi vous voyez que ça a le plus d'impact peut-être? Sur les pratiques professionnelles. Dans ce qu'on pu faire remonter ces derniers temps, c'est comme ça que je comprends la question qui a été posée, mais en quoi, la question qui a été posée, c'est en quoi ces formes de participation, elles ont aussi contribué à faire un peu changer les pratiques professionnelles d'accompagnement? Est-ce que dans ce qui est remonté, du coup, au cours de ces CVS, il y a eu des réflexions sur la manière dont les jeunes étaient accueillis, la manière dont dont les activités qui sont proposées aux jeunes filles ont été un peu remises sur la table et le regard justement des jeunes accompagnés a amené à éventuellement un peu à fléchir ou faire évoluer les activités ou les actions d'accompagnement qui sont proposées? Or, concrètement, moi, je trouve que ça a mené réellement, mon point de vue, que ça a impacté les pratiques professionnelles, puisque jusqu'à présent, tout ce que les jeunes filles ont pu nous faire remonter, ça a pu être discuté en équipe et quand même, je trouve, plus ou moins être entendu dans le sens où ça a engagé vraiment des longues discussions et des débats. Alors, concrètement, peut-être ce sera plus parlant. Je vais vous parler, les deux derniers thèmes qui ont été portés au CVS, c'était le fonctionnement des différents dispositifs de la maison d'accueil, et la vie en collectivité. Chacun de ces deux thèmes, concrètement, était décliné en sous-thèmes, c'est-à-dire qu'elles ont fait des propositions ou poser des interrogations. D'ailleurs, il n'y a pas que des propositions, elles peuvent faire aussi clairement remonter des interrogations sur l'accompagnement éducatif, la présence éducative, l'intimité des jeunes filles, les espaces de participation, nos droits et nos devoirs. Enfin, concrètement, voilà, chaque thème du CVS est recoupé, on va dire, en plusieurs thèmes. Et donc, dans chacun de ces sous-thèmes, les jeunes filles nous font des propositions sur aussi comment favoriser le passage d'un dispositif vers un autre. Et moi, je trouve que ça a impacté, alors peut-être pas suffisamment que j'aimerais que ça le soit, mais en tout cas, quand même, ça a impacté plutôt les choses, puisque ça a permis de mettre en place des réunions en équipe qui s'appuyaient stricto sensu sur ces comptes rendus, d'en parler et après de mettre en place, de renouveler des protocoles qui maintenant s'inspirent complètement de toutes les propositions qu'ont pu nous faire les jeunes filles. Je
pense notamment à comment est passé le passage et la préparation d'une jeune fille d'un dispositif à un autre. Concrètement, il a été accepté et repris toutes les propositions des jeunes filles qui avaient fait des propositions dans les moindres détails. Par exemple, ça en est un protocole maintenant et c'est vraiment ce qui se met en place. Et d'ailleurs, les jeunes filles sont mobilisées dans cette préparation et aident des autres jeunes filles pour un exemple, par exemple, très concret. Après, bien sûr que si on touche à des questions plutôt là, de budget ou d'activité, là, on va être sur des réflexions plutôt au niveau de la direction. Et là, bien sûr que si on est sur des questions financières, là, forcément, il n'y a pas forcément... c'est pris en compte, mais selon le budget, il y a des réponses qui ne seront pas tout le temps dans le sens de ce qu'aimeraient en attendre les filles. Mais en tout cas, finalement, je trouve que sur les questions de fond, où vraiment elles viennent réinterroger notre accompagnement, notre posture, là, il y a des choses qui bougent. Et c'est là que je trouve que c'est assez intéressant parce que du coup, ça permet à chacun des acteurs de participer. Et c'est vraiment là que l'expression des jeunes filles, ce qu'elles peuvent nous faire remonter, c'est un facteur d'évaluation vraiment de l'accompagnement qu'on peut leur proposer, à mon sens en tout cas. Eh bien, merci beaucoup. Peut-être, je me suis un petit peu avancé. En fait, on a encore une dizaine de minutes sur l'atelier. Il y avait une question un peu qu'on peut peut-être traduire aussi comme ça, qu'on peut vous adresser éventuellement à vous deux aussi, et ce sera peut-être la dernière question qu'on vous posera. Animer une instance de participation avec des jeunes en termes de communication, peut-être d'ordre du jour, de méthode d'animation. Pour vous, c'est quoi les points principaux de différence avec l'animation d'une telle instance avec des adultes? Peut-être commencer par vous, Océane, et après renvoyer un peu la parole du côté de la GEB, si c'est OK pour vous. Alors, de la même manière qu'à la GEB, mais peut-être de manière un peu moins poussée, nous aussi, on joue la carte forcément en fonction des âges du ludique. On essaie de rendre ces espaces le plus dynamique possible en s'adaptant vraiment à l'âge et au public qu'on a en face. Après, concrètement, voilà, ça s'illustre aussi comme la GEP par des temps de jeu, par des temps de brainstorming, par des repas partagés, alors aussi de temps informels, et ce qui permet d'impulser cette dynamique et de la pérenniser surtout. Et on se rend compte que plus on s'adapte à ce que nous, on appelle voilà, leurs capacités, leurs ressources, mais aussi leurs difficultés, plus on fait en fonction de ça, et plus elles voient et qu'on le prenne en compte, plus elles aussi, du coup, elles font en fonction de ce qu'on peut leur ramener et c'est là qu'on arrive vraiment enfin moi je trouve à ce qu'elle participe de la manière la plus efficiente au possible. Après nous, c'est vrai que comme je vous disais, vu qu'on joue beaucoup, on essaye énormément de travailler sur le pouvoir effectif, le pouvoir d'agir, de vraiment favoriser ça auprès des jeunes filles. Il y a vraiment nous on essaye beaucoup aussi de leur déléguer la moindre tâche, je ne sais pas si on peut appeler ça, la moindre responsabilité. Et c'est vraiment quelque chose, on sent que dès qu'on les responsabilise un petit peu, de quelque manière que ce soit, via l'écriture des comptes rendus, des ordres du jour, l'animation des réunions, là aussi on se rend compte que, mais je pense d'ailleurs à juste titre comme à des adultes, et plus on peut nous responsabiliser, plus on prend part à la dynamique aussi, même si au premier abord, des fois ça peut leur faire peur, puisqu'elles sont rattrapées par leur âge, par leurs difficultés ou mais en tout cas, en passant par le ludique, quand même, ça reste une réalité pour des enfants et des adolescents, bien sûr. De la même manière, de notre côté, on s'adapte en fait au public, mais en partant des mêmes outils en fait de participation. C'est juste que quand on essaye d'amener quelque chose de convivial, là, on va être plus dans le ludique. Après, oui, ça dépend aussi des groupes. On a quelquefois des groupes où il y a des enfants, on sait que ça va être plus difficile, les échanges. D'autres groupes où on sent que là, justement, il va y avoir plein de choses, ça va être très, très, très vivant. Et quelquefois, on a aussi voilà, donc je dirais qu'on prépare un peu les conseils de maison en fonction des enfants, bien sûr de leur âge, de leur fonctionnement. Ça s'adapte même au cours en fait du conseil, quoi. Ouais.
ça part sur un ordre du jour, mais on commence par avoir un temps d'accueil pour les nouveaux. Du coup, on n'est pas sur quelque chose de très formalisé. Juste dire, un tel et un tel viennent d'arriver, vous pouvez leur expliquer un petit peu. Puis après, enchaîner sur le fait que, comme on avait pu en échanger, l'idée c'était de faire cette activité-là. Et puis après, en fonction de ce qui se dit de part et d'autre, on rebondit. On s'adapte tout le temps, en fait. C'est vrai, on s'adapte. Voilà. Contrairement au conseil de maison des résidents, où là, on est plus sur quelque chose d'un peu plus formel. On est sur du quotidien, mais également tout ce qui est les événements sur Brest, les événements dans le quartier, les événements aussi au centre. Enfin, voilà, on est plus sur quelque chose de formalisé, je dirais, sur le conseil des adultes. Là, on est plus, on s'adapte et on a besoin d'outils, en tout cas, de façon vraiment avec un support quoi, ludique. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je pense qu'on imagine bien ce que ça doit, grâce à vos interventions, ce que ça doit demander comme préparation et comme adaptation pour à la fois en cours d'instance et puis en préparation se mettre au niveau et réfléchir à un déroulé qui s'adapte bien justement à chaque enfant aussi qui du coup en fonction des âges peuvent aussi avoir des manières de communiquer, des aspirations à participer au groupe assez différentes les uns des autres. Merci beaucoup pour vos réponses là-dessus. Voilà, on espère que à vous autres qui participez et qui suivez ça vous aura aussi donné peut-être envie de faire un peu de développer ce type d'instance. Justement, je vois qu'il y a certaines demandes un peu dans la discussion autour des questions de ressources. Alors, je vais justement peut-être repasser la parole, Maëlle, à ce sujet, parce qu'il se trouve que justement la fédération travaille un peu plus largement cette question des ressources liées à l'accompagnement des familles. Je te laisse en parler un petit peu. Et voilà, merci encore à toutes et tous et à bientôt pour ma part. Merci Adrien. Oui, effectivement, donc juste pour vous signaler un travail qu'a réalisé la fédération dans le cadre d'un groupe de travail qui était dédié à l'accompagnement des enfants et des familles au sein des différentes structures d'hébergement ou d'accompagnement vers le logement. Et du coup, on a réalisé un guide donc, relatif justement à cet accompagnement des enfants et des familles qui essaye vraiment de partir justement des besoins des enfants et du coup en lien avec ça de leurs parents aussi, avec aussi cette notion de la place des travailleurs sociaux dans le cadre de cet accompagnement qui peut être fait à destination d'enfants qui sont accompagnés à minima d'un de leurs parents. Et donc, du coup, on a réalisé ce guide qui est disponible sur le site de la fédération. L'idée de ce guide, c'est vraiment d'être une ressource pratique à destination des travailleuses et travailleurs sociaux, des équipes encadrantes et des équipes de direction. C'est quelque chose qu'on a pu souligner dans le cadre de cet atelier. Le portage institutionnel et au niveau des structures, il est très important pour pouvoir justement penser à la fois en termes de moyens financiers, en termes d'organisation interne à la structure et en termes de pratiques professionnelles peut-être collectives et plus individuelles, de pouvoir vraiment penser cette place qui est donnée à l'enfant et lui donner aussi la parole et la prendre en compte véritablement que sa parole ait aussi un effet. Donc ce guide, il est disponible sur le site de la fédération et on organise le jeudi 10 juin un webinaire de présentation auquel vous pouvez vous inscrire. Je vais vous mettre le lien dans le chat, mais n'hésitez pas à aller consulter le site de la fédération pour pouvoir retrouver à la fois le guide et l'annonce de ce webinaire. Le webinaire, il est gratuit, ouvert à tous. L'idée, c'est de pouvoir présenter le guide, présenter certains des projets qui sont décrits à l'intérieur de ce guide. Encore une fois, l'objectif, c'est d'être un outil, de présenter un certain nombre de ressources, de favoriser peut-être l'émergence d'un certain nombre de réflexes, d'orientation
identifier certains partenaires qui peuvent être mobilisés pour faciliter cet accompagnement des enfants et des familles et d'illustrer tout ça par un certain nombre de projets qui sont présentés dans le cadre de ce guide pour justement adapter encore plus l'accompagnement qui peut être proposé aux enfants et familles qui peuvent être accueillis et accompagnés au sein des différentes structures. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire et merci encore à nos différents intervenants et intervenantes pour vos présentations très riches et très intéressantes qui, on l'espère encore, pourront nourrir des réflexions futures au sein des différentes structures et pour l'ensemble des participants qui ont assisté aujourd'hui. Donc merci à toutes et tous et bonne journée à vous et à bientôt.